Nous vivons à une époque obsédée par la nouveauté, où la destruction a été érigée en vertu cardinale, et où tout ce qui sent le vieux se heurte à une aversion quasi pathologique. Le passé est souvent dépeint comme un fardeau à jeter, un dépôt d'erreurs, de préjugés et de limitations qu'il faut à tout prix surmonter au nom d'un avenir utopique, invariablement radieux et libéré des chaînes de l'histoire. Les récits dominants célèbrent le révolutionnaire, l'iconoclaste, celui qui ose briser les chaînes de la tradition pour forger quelque chose de complètement nouveau. Mais que se passe-t-il si ce récit est dangereusement erroné? Et si le mépris du passé n'était pas la voie de la libération, mais une autoroute vers le chaos, la tyrannie et la désintégration sociale? Que se passerait-il si nous découvrions que la tradition, loin d'être une prison, est en réalité l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour préserver la liberté individuelle et l'ordre social face aux forces anthropiques qui menacent constamment de nous engloutir? Cette enquête se penche sur une alliance intellectuelle apparemment improbable, mais profondément révélatrice, la fusion entre le conservatisme prudent d'Edmund Burke et le libertarianisme radical de Murray Rothbard. Tous deux, partant de prémices différentes, convergent dans une méfiance viscérale à l'égard des ruptures soudaines et dans une appréciation bien que pour des raisons distinctes des fondations construites par le temps, de l'expérience accumulée et de la sagesse intergénérationnelle contenue dans ce que nous appelons la tradition. Ce texte n'est pas une glorification nostalgique du passé, mais une analyse rigoureuse de la raison pour laquelle les institutions, les coutumes et les valeurs héritées, même imparfaites, fonctionnent comme un écosystème complexe et délicat qui protège la société de la submersion dans l'abîme de l'arbitraire et du désordre. Nous remettrons en question l'idée que le progrès exige la démolition de l'ancien, et nous examinerons comment la sagesse contenue dans la tradition peut être l'arme la plus efficace contre le chaos contemporain, qu'il soit alimenté par des ingénieurs sociaux utopiques ou par le Léviathan étatique lui-même, que Burke et Rothbard craignaient tant, bien que leur critique ait pris des formes différentes. Préparez-vous à remettre en question le dogme de la rupture et à redécouvrir le pouvoir subversif du passé. La méfiance à l'égard des grandes abstractions et des projets d'ingénierie sociale qui promettent de reconstruire le monde à partir d'une tabula rasa est le fil conducteur qui relie de manière surprenante les pensées d'Edmund Burke, le père du conservatisme moderne, et de Murray Rothbard, l'un des théoriciens les plus influents du libertarianisme anarcho-capitaliste. Burke, témoin des horreurs de la Révolution française, mettait en garde contre les dangers du rejet imprudent des institutions et des coutumes qui avaient évolué organiquement au cours des siècles. Pour lui, la société n'était pas une machine à démonter et à remonter selon un plan rationaliste, mais un organisme vivant et complexe dont les parties étaient liées de manière subtile et souvent incompréhensible pour la raison humaine limitée d'une seule génération. Les traditions, les préjugés, au sens burkéen de jugements antérieurs basés sur l'expérience collective, et les hiérarchies établies, même avec leurs défauts, contenaient une sagesse accumulée, un capital des nations et des siècles, qui assurait la stabilité, des repères moraux et un sentiment d'appartenance essentiel à la cohésion sociale. La tentative jacobine de déraciner le passé au nom d'une raison abstraite était pour Burke une recette pour la tyrannie et la terreur, car elle détruisait les freins et contrepoids naturels au pouvoir arbitraire que l'histoire elle-même avait laborieusement construit. Dans la Constitution britannique, il voyait non pas un document forgé en un instant d'illumination, mais le résultat d'un long processus d'ajustement, de compromis et d'apprentissage, un héritage à préserver et à réformer avec prudence, jamais à détruire. La liberté pour Burke n'était pas un droit abstrait à proclamer, mais un héritage concret, garanti par des institutions spécifiques et des coutumes enracinées. Rothbard, quant à lui, parvenait à une critique similaire des ruptures radicales et de la planification centrale d'une perspective radicalement individualiste, axée sur l'inviolabilité des droits de propriété et le principe de non-agression. Bien que son utopie fût l'absence totale d'État ou ce que Burke aurait certainement rejeté, Rothbard partageait avec le penseur irlandais une profonde aversion pour l'arrogance des planificateurs centraux et des révolutionnaires qui se croyaient capables de redessiner la société selon leurs caprices idéologiques. Pour Rothbard, le véritable ordre social émerge spontanément des interactions volontaires entre des individus libres sur le marché et dans la société civile. Toute tentative d'imposer un ordre artificiel d'en haut, en particulier par la violence étatique, qu'il considérait comme intrinsèquement illégitime, était vouée au chaos, à l'inefficacité et surtout à la violation systématique des droits individuels. La tradition, dans ce contexte rothbardien, peut être perçue non pas comme un ensemble de dictats à suivre aveuglément, mais comme un trésor de solutions décentralisées et éprouvées par le temps aux problèmes récurrents de la vie sociale. Des institutions telles que la famille, la propriété privée, les contrats, le langage et les normes morales n'ont pas été inventés par un despote éclairé, mais ont évolué comme des ordres spontanés, facilitant la coopération et la prospérité. La tentative révolutionnaire de détruire ces institutions traditionnelles au nom d'une égalité forcée ou d'un homme nouveau constituait pour Rothbard une attaque directe contre la structure même qui rend possible la liberté et la coopération. Le socialisme et d'autres formes de collectivisme radical étaient perçus non pas comme un progrès, mais comme une régression barbare, une tentative de réimposer la logique de la contrainte et de la planification centrale sur la complexité auto-organisée d'une société libre. Ainsi, bien que leurs justifications philosophiques fussent différentes, Burke soulignant la prudence, l'ordre organique et l'héritage, Rothbard soulignant les droits naturels,
l'action humaine et l'ordre spontané. Tous deux convergeaient dans une critique de l'hybris révolutionnaire et dans une appréciation implicite ou explicite des arrangements sociaux qui émergent et se consolident avec le temps, résistant à l'épreuve de la réalité. La convergence entre Burke et Rothbard devient encore plus fascinante lorsque nous analysons le rôle de la tradition comme rempart contre la puissance écrasante de l'État moderne. Burke, bien qu'acceptant la nécessité d'un gouvernement, était un fervent critique du pouvoir arbitraire et plaidait pour une liberté ordonnée, garantie par des institutions intermédiaires, l'Église, l'aristocratie locale, les corporations, la famille, qui servaient de contrepoids au pouvoir central. Ces institutions, profondément enracinées dans la tradition, formaient un tissu social dense qui protégeait l'individu contre l'intervention excessive de l'État. La destruction de ces petits pelotons, Little Platoon, comme il les appelait, laisserait l'individu isolé et sans défense face à la machine étatique impersonnelle. La Révolution française, en balayant ces structures traditionnelles au nom d'une égalité abstraite et d'une souveraineté populaire indivisible, ouvrait, de l'avis de Burke, la voie à un despotisme bien pire que celui de l'Ancien Régime. La tradition n'était donc pas seulement un guide moral ou un trésor de sagesse, mais une infrastructure sociale essentielle au maintien d'une liberté concrète. C'est la diversité et l'autonomie de ces institutions traditionnelles qui empêchaient la concentration totale du pouvoir. Rothbard pousserait cette méfiance à l'égard de l'État jusqu'à son extrême logique, en plaidant pour son abolition complète. Néanmoins, son analyse de la manière dont une société fonctionnerait sans État centralisé repose en grande partie sur l'existence de normes, d'institutions et de mécanismes de résolution des conflits qui sont en grande partie les produits de la tradition et de l'ordre spontané. Les agences de protection privée, les systèmes d'arbitrage, les codes de conduite commerciaux, les réseaux de confiance et de réputation, tous ces éléments d'une société anarcho-capitaliste hypothétique dépendent d'un capital social préexistant et de normes culturelles communes qui ne peuvent pas simplement être décrétées ou inventées de toutes pièces. Ce sont les coutumes, l'éthique du travail, le respect de la propriété et des contrats ou des valeurs souvent transmises et renforcées par la tradition qui constitueraient la base d'un ordre social volontaire et décentralisé. Paradoxalement, l'utopie libertarienne radicale de Rothbard semble présupposer l'existence d'un tissu social solide, façonné par bon nombre des mêmes forces traditionnelles que Burke défendait comme essentielles à une liberté ordonnée dans un cadre étatique limité. La critique rothbardienne de l'État comme bande de voleurs à grande échelle trouve un écho dans la préoccupation burkéenne concernant le pouvoir incontrôlé. Tous deux voyaient que la destruction des normes et des institutions limitant le pouvoir, qu'il s'agisse d'anciennes coutumes ou de principes de droit naturel, ouvrait la porte au chaos et à la tyrannie. La tradition, en ce sens, agit comme un système immunitaire de la société, développé au fil des générations pour identifier et neutraliser les menaces à la liberté et à l'ordre, dont la plus grande, pour les deux penseurs, bien qu'à des degrés divers, est la concentration du pouvoir coercitif. Cela soulève une question cruciale: comment exactement la tradition opère-t-elle cette protection magique? Quel mécanisme caché confère à des institutions et des coutumes apparemment archaïques un pouvoir si vital contre les forces du chaos et de la tyrannie? Le premier de ces mécanismes est l'encapsulation d'un savoir diffus et tacite. S'inspirant en partie de Burke, l'économiste et philosophe F. A. Hayek a soutenu que la grande erreur du rationalisme constructiviste, l'idée que nous pouvons concevoir une société sur la base de la raison pure, est d'ignorer le fait que la plupart des connaissances essentielles à l'ordre social ne sont ni scientifiques ni explicites, mais pratiques, locales, contextuelles et souvent tacites, intégrées dans les compétences, les habitudes, les règles de conduite et les institutions que personne n'a consciemment planifiées, mais qui fonctionnent. Les traditions sont en réalité des heuristiques évoluées, des raccourcis cognitifs et comportementaux qui nous permettent de naviguer dans la complexité du monde social sans avoir à réinventer la roue à chaque génération. Elles représentent la sagesse accumulée d'innombrables expériences sociales, de succès et d'échecs passés, filtrés par le temps. Tenter de remplacer cette sagesse diffuse et éprouvée par la réalité par un plan centralisé, basé sur les connaissances limitées et les préférences arbitraires d'une élite de planificateurs, est non seulement arrogant, mais extrêmement dangereux. Rothbard, bien que davantage axé sur l'action individuelle et les prix du marché comme mécanisme de coordination, reconnaissait également implicitement l'importance de ce savoir diffus en défendant l'ordre spontané contre la planification centrale. La tradition, vue sous cet angle, n'est pas irrationnelle, elle est une forme de rationalité différente et souvent supérieure, une rationalité écologique, adaptée à l'environnement complexe dans lequel nous vivons. Détruire la tradition au nom d'une prétendue rationalité abstraite, c'est comme brûler une immense bibliothèque de connaissances pratiques irremplaçables, nous laissant aveugles et impuissants face aux défis réels. Prenons l'exemple des normes complexes d'étiquette ou des rituels sociaux. Ils peuvent sembler arbitraires ou superficiels à un observateur moderne, mais ils codent souvent des manières efficaces de montrer du respect, de gérer les conflits potentiels et de faciliter une interaction sociale fluide dans des situations complexes. Leur abolition soudaine peut entraîner une augmentation des frictions sociales, des malentendus et de l'hostilité, sapant la coopération volontaire que Rothbard appréciait tant. Le deuxième mécanisme clé est la création de capital social et de confiance. Les institutions traditionnelles, telles que la famille, les communautés locales, les associations volontaires et les organisations religieuses,
sont des incubateurs fondamentaux de capital social ou des réseaux de relations, de normes de réciprocité et de confiance mutuelle qui lubrifient la coopération sociale et économique. Robert Putnam, dans son étude classique Bowling Alone, a documenté le déclin de ces formes traditionnelles d'association aux États-Unis et sa corrélation avec une diminution de la confiance civique et de la participation sociale. Burke comprenait intuitivement l'importance de ces petits pelotons non seulement comme frein à l'État, mais comme école de vertu civique et de solidarité. C'est dans ces contextes locaux et relationnels que nous apprenons à faire confiance aux autres, à tenir nos promesses, à coopérer pour des objectifs communs et à développer un sentiment de responsabilité mutuelle. Rothbard, bien que centré sur l'individu, reconnaissait qu'une société libre dépendrait fortement de réseaux de confiance et de réputation pour assurer le respect des contrats et la sécurité personnelle en l'absence d'un État monopolistique. La tradition, en fournissant un cadre stable d'attente, de rôles et de valeurs communes, réduit l'incertitude et les coûts de transaction dans les interactions sociales et économiques. Elle crée un environnement où la confiance peut s'épanouir. Lorsque les institutions et les normes traditionnelles sont érodées par des changements sociaux rapides, l'individualisme atomiste ou l'intervention de l'État qui remplace l'entraide par des programmes bureaucratiques, le capital social se disperse. Le résultat est une société plus fragmentée, méfiante et prompte à la judiciarisation, où la coopération devient plus difficile et où le besoin perçu d'un État interventionniste pour arbitrer les différends et assurer l'ordre augmente paradoxalement. La destruction de la tradition peut donc involontairement renforcer le Léviathan même que Burke et Rothbard craignaient, en sapant les fondements de l'auto-organisation sociale. La crise de confiance qui touche de nombreuses sociétés occidentales aujourd'hui aux confiances envers les institutions, les voisins, et même les faits peut être perçu en partie comme une conséquence de l'érosion de ce capital social traditionnel. Un troisième mécanisme, étroitement lié au précédent, est la transmission intergénérationnelle des valeurs et des vertus. La tradition fonctionne comme un vecteur fondamental pour l'inculcation d'un éthique commun, d'un ensemble de principes moraux et de vertus civiques considérés comme essentiels au maintien de l'ordre social et de la liberté. Burke parlait de la société comme d'un partenariat non seulement entre les vivants, mais entre les vivants, les morts et ceux qui ne sont pas encore nés. Cette vision souligne la responsabilité de chaque génération de préserver et de transmettre l'héritage moral et culturel reçu. Les traditions, qu'il s'agisse de récits historiques, de rituels religieux, de codes d'honneur ou d'attentes familiales façonnent le caractère individuel et collectif, enseignant la maîtrise de soi, la responsabilité, le respect de l'autorité légitime, distincte de la force arbitraire, et un sens du devoir envers la communauté. Rothbard, bien qu'il ait fondé son éthique sur le droit naturel et le principe de non-agression, aurait certainement reconnu que la capacité des individus à coexister pacifiquement et à coopérer volontairement dépend de l'internalisation de certaines normes comportementales. Une société composée d'individus purement égoïstes, sans maîtrise de soi et sans respect des droits d'autrui, serait invivable, même, et peut-être surtout, dans un ordre anarcho-capitaliste. La tradition, en promouvant des vertus telles que l'honnêteté, la diligence, l'épargne et la responsabilité personnelle, crée le type d'individu capable de prospérer dans une société libre et de résister aux tentations du parasitisme ou de la violence. Lorsque les traditions qui soutiennent ces valeurs sont ridiculisées, abandonnées ou activement détruites, par exemple, par des systèmes éducatifs promouvant le relativisme moral ou une culture populaire célébrant la gratification immédiate et l'irresponsabilité, le résultat est une dégradation du caractère individuel et un affaiblissement du tissu moral de la société. Cela n'augmente pas seulement la criminalité et le désordre, mais rend également la société plus vulnérable à la démagogie et au contrôle de l'État, car les individus sans boussole morale interne sont plus facilement manipulés et dépendants d'un contrôle externe. La crise des valeurs que beaucoup déplorent aujourd'hui peut être interprétée comme un symptôme de cette rupture dans la transmission intergénérationnelle, un affaiblissement du mécanisme traditionnel de formation du caractère. Un quatrième mécanisme puissant par lequel la tradition combat le chaos est sa fonction de source d'identité et d'appartenance. Dans une ère de mondialisation croissante, de mobilité et de fragmentation sociale, les identités traditionnelles basées sur la nationalité, l'ethnicité, la religion, la localisation ou même des affiliations culturelles spécifiques fournissent aux individus un sentiment de racine, de continuité et de signification qui transcende leur vie éphémère. Burke comprenait profondément ce besoin humain d'appartenance, considérant l'attachement au petit peloton et à la nation comme une extension naturelle des liens familiaux. Ces identités partagées, façonnées par une histoire et une culture commune, créent des liens de solidarité et un sentiment de but collectif essentiel à la résilience sociale en temps de crise. Elles nous disent qui nous sommes, d'où nous venons et à quelle communauté nous appartenons. Rothbard, avec son insistance sur l'individualisme méthodologique, aurait pu être plus sceptique à l'égard des identités collectives, craignant qu'elles ne mènent au collectivisme et au nationalisme agressif, ce qui peut effectivement arriver. Néanmoins,
Même une société basée uniquement sur des contrats volontaires nécessite un minimum d'identité commune ou au moins une identité en tant qu'individu libre et rationnel qui respecte la propriété privée. Plus réalistement, les identités culturelles et communautaires fournissent le contexte dans lequel se déroulent les interactions individuelles. La tentative moderne de déconstruire toutes les identités traditionnelles au nom d'un cosmopolitisme abstrait ou d'identité fluide et auto-inventée peut avoir des conséquences psychologiques et sociales dévastatrices. En privant les individus de sources stables de sens et d'appartenance, elle peut générer de l'anxiété, de l'aliénation et un vide existentiel qui les rend vulnérables aux idéologies totalitaires promettant de restaurer un sentiment de communauté et de but, bien que de manière artificielle et oppressive. La recherche désespérée d'identité dans des mouvements politiques radicaux ou des sectes en ligne peut être considérée comme une réaction pathologique à la perte d'ancrage traditionnel. La tradition, en offrant des identités fortes et significatives, ancre l'individu et renforce la communauté contre la désintégration nihiliste. Considérons maintenant comment ces mécanismes se manifestent dans la pratique, se masquant souvent comme naturels ou inévitables. La structure même de la famille nucléaire, par exemple, bien que soumise à des variations culturelles, a évolué comme une solution très efficace pour l'éducation des enfants, la transmission des valeurs et la stabilité économique intergénérationnelle. Son érosion dans de nombreuses sociétés occidentales, souvent célébrée comme un progrès de la liberté individuelle, a entraîné des conséquences sociales complexes et souvent négatives, taux de pauvreté infantile plus élevé, problèmes comportementaux, dépendance à l'État, rarement attribuée directement à l'affaiblissement de cette institution traditionnelle. De même, l'éthique protestante du travail, analysée par Max Weber, qui valorisait la diligence, l'épargne et la responsabilité individuelle comme signe de la grâce divine, a été un facteur culturel, une tradition, clé pour le développement du capitalisme. Son déclin progressif, remplacé par une culture de consommation, de droit et de gratification immédiate, a des implications profondes pour la productivité économique et la stabilité fiscale, mais est rarement discuté dans ces termes. La tradition opère silencieusement, façonnant nos attentes, nos comportements et les résultats sociaux mêmes que nous tenons pour acquis, sans reconnaître ses profondes racines culturelles. La langue que nous parlons, les lois qui, idéalement, protègent notre propriété, les normes de civilité qui, généralement, nous permettent de coexister dans l'espace public où tout cela est le produit d'une évolution traditionnelle, un capital hérité que nous considérons comme allant de soi jusqu'à ce qu'il commence à s'effondrer. L'illusion de naturalité est peut-être le plus grand atout de la tradition où elle fonctionne au mieux lorsque nous n'en sommes pas conscients, lorsque ces prescriptions deviennent une seconde nature. Le danger survient lorsque nous commençons à la démanteler consciemment, croyant avec arrogance que nous pouvons créer quelque chose de mieux à partir de zéro, sans comprendre les fonctions complexes qu'elle remplissait. L'impact de cette érosion de la tradition sur l'autonomie individuelle et collective est paradoxal et profond. Superficiellement, le rejet de la tradition semble élargir la liberté individuelle, nous libérant des contraintes et des attentes héritées. Nous pouvons choisir notre style de vie, notre identité, nos valeurs, sans les liens du passé. Cependant, cette liberté apparente peut être illusoire. Comme l'a soutenu Burke, l'absence de contraintes internes imposées par la tradition et une moralité internalisée conduit inévitablement à la nécessité de davantage de contraintes externes imposées par l'État. Les individus atomisés, sans lien communautaire fort, sans sentiment de devoir ou de responsabilité mutuelle, deviennent plus dépendants des réglementations gouvernementales, des programmes sociaux et de la police pour maintenir l'ordre. La liberté se transforme en licence, et la licence encourage la répression. De plus, la perte de connaissances tacites et de capital social mine la capacité des individus et des communautés à résoudre leurs propres problèmes de manière décentralisée et volontaire, l'essence même de l'autonomie chère à Rothbard. Lorsque nous cessons de faire confiance à nos voisins, lorsque nous perdons les compétences pratiques et les normes de coopération que la tradition nous a transmises, nous devenons passifs et dépendants d'experts et de bureaucrates pour gérer nos vies. L'autonomie collective des communautés locales, des associations volontaires et des familles est remplacée par une gestion centralisée. Paradoxalement, la poursuite radicale de l'autonomie individuelle, en détruisant les structures traditionnelles qui la soutenaient, peut conduire à une perte beaucoup plus importante d'autonomie réelle face à un État de plus en plus intrusif et à un marché de plus en plus impersonnel et homogénéisant. La véritable autonomie ne réside peut-être pas dans un rejet total du passé, mais dans la capacité d'hériter de la tradition de manière critique, de l'adapter et de l'utiliser comme une ressource pour construire un avenir libre et ordonné. Comment pouvons-nous alors atténuer les effets négatifs d'un rejet aveugle de la tradition, tout en évitant le piège d'un traditionnalisme rigide et oppressif? La réponse ne réside pas dans une simple restauration nostalgique du passé, mais dans une réappropriation critique et stratégique de la sagesse traditionnelle. Premièrement, il faut cultiver une humilité épistémologique. Nous devons reconnaître les limites de notre propre raison et l'étendue des connaissances tacites et de l'expérience accumulée qui résident dans les institutions et les pratiques héritées. Avant de rejeter une tradition, nous devrions chercher à comprendre profondément pourquoi elle a émergé et quelles fonctions, visibles et invisibles, elle remplit. Cela exige un sain scepticisme à l'égard des grands projets d'ingénierie sociale et une préférence pour une réforme prudente plutôt qu'une révolution radicale à un principe éminemment burkéen. Deuxièmement,
il est nécessaire de revitaliser les institutions intermédiaires. Au lieu de dépendre uniquement de l'État ou du marché, nous devrions activement renforcer les familles, les communautés locales, les associations volontaires, les écoles indépendantes et d'autres formes d'organisation sociale décentralisée qui forment le tissu cohésif de la société. Cela implique de protéger leur autonomie contre l'ingérence de l'État et de promouvoir une culture de participation civique et de responsabilité locale, quelque chose qui résonne avec l'insistance rothbardienne sur une société civile volontaire. Troisièmement, nous devons promouvoir une éducation qui valorise l'héritage culturel et moral. Au lieu de se concentrer uniquement sur les compétences techniques ou une critique déconstructiviste, l'éducation devrait transmettre aux nouvelles générations le capital des nations et des siècles, y compris l'histoire, la littérature, la philosophie et les principes éthiques qui ont façonné notre civilisation, leur permettant un dialogue critique avec cet héritage au lieu de simplement le rejeter ou l'accepter passivement. Quatrièmement, il est crucial de défendre la liberté économique et les droits de propriété, comme le soulignerait Rothbard, car ils constituent le fondement d'un ordre spontané et d'une prospérité qui permettent aux institutions sociales de s'épanouir sans dépendre d'une redistribution étatique coercitive. La propriété privée, en soi une institution traditionnelle fondamentale, encourage la responsabilité, la planification à long terme et la création de capital, soutenant l'indépendance individuelle et familiale. Enfin, et peut-être le plus important, il faut adopter une perspective intergénérationnelle. Nous devrions penser non seulement à nos désirs et à notre confort immédiat, mais aux conséquences de nos actions pour les générations futures. Cela implique un sentiment de responsabilité envers l'héritage social, culturel et environnemental que nous avons reçu, et le devoir de le transmettre, améliorer ou du moins intact, à ceux qui viendront après nous. Cette éthique de la responsabilité intergénérationnelle est le plus puissant antidote à l'immédiateté et au narcissisme qui alimente la destruction insensée de la tradition. La combinaison paradoxale du conservatisme prudent de Burke et du libertarianisme radical de Rothbard nous offre une lentille puissante pour réévaluer le rôle de la tradition dans le monde moderne. Loin d'être des forces opposées, ces deux courants de pensée, dans leur critique de l'arrogance du pouvoir centralisé et de l'utopie révolutionnaire, convergent dans une appréciation des processus organiques et spontanés qui façonnent une société libre et ordonnée. Burke nous rappelle que la liberté n'est pas une abstraction à inventer, mais un héritage à préserver, cultivé dans un écosystème complexe d'institutions et de coutumes éprouvées par le temps. Rothbard nous avertit que toute tentative d'imposer un ordre artificiel par la coercition étatique est intrinsèquement illégitime et destructrice de la liberté et de la prospérité même qu'elle prétend créer. La tradition, vue à travers cette lentille combinée, émerge non pas comme un ensemble de règles arbitraires ou un fardeau obsolète, mais comme un dépôt dynamique de connaissances tacites, un générateur de capital social, un transmetteur de valeurs essentielles et une source vitale d'identité et d'appartenance. Elle représente la sagesse collective accumulée, agissant comme un système immunitaire contre le chaos social et la tyrannie politique. Les mécanismes cachés par lesquels elle opère l'encapsulation du savoir diffus, la création de confiance, la transmission des vertus et la fourniture d'identité sont souvent invisibles et sous-estimés, se masquant comme naturels ou inévitables, jusqu'à ce que leur érosion commence à produire des conséquences sociales pathologiques. Le rejet insensé de la tradition, motivé par une quête naïve de libération ou par des projets d'ingénierie sociale, sape paradoxalement l'autonomie individuelle et collective, laissant un vide qui est volontiers comblé par le contrôle étatique et la désintégration sociale. La voie à suivre ne réside pas dans un impossible retour à un passé idéalisé, ni dans la poursuite d'une destruction iconoclaste. Il s'agit plutôt d'une réappropriation critique et stratégique du passé, d'utiliser la sagesse et la résilience de la tradition comme une arme irremplaçable dans la lutte constante pour la liberté, l'ordre et contre les forces anthropiques du chaos. En fin de compte, Burke et Rothbard nous enseignent qu'ignorer les leçons de l'histoire et les structures héritées de la tradition n'est pas un acte de progrès, mais une profonde imprudence, une invitation au désordre qui menace d'engloutir la civilisation même que nous tenons pour acquise. Le passé, correctement compris, n'est pas une chaîne, mais une boussole et un bouclier.